Alors, 1er août 2014, nous sommes à Marseille et nous allons faire l'introduction de ce prétentieux cours, voilà, je mets déjà tout de suite un qualificatif, sur la lecture mathématique et spatio-temporelle du Viking. Alors, je dis prétentieux parce qu'en effet, c'est un vaste sujet que le Viking, qui est un des fondements de la pensée chinoise. Mais prétentieux, pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses à dire et je ne sais même pas si ce que je vais dire va couvrir le champ total du Viking. Mais c'est bien pour ça que, comme je donne tout de suite ce mot, qu'on soit tranquille de ce côté-là, il y a tellement d'usages, il y a tellement de présentations différentes, et tellement d'usages, c'est ça, c'est-à-dire où ça s'applique, qu'il fallait limiter. Et comme vous l'avez lu dans le document que je vous ai adressé, de présentation sur le stage, que vous avez lu et relu, j'imagine, plusieurs fois avant de vous dire je viens ou je ne viens pas, on est bien sur n'est-ce pas, vous l'avez lu et relu, on est bien dans la lecture mathématique et spatio-temporelle du Viking. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le livre. Dans le livre, si vous voulez, les Chinois ont écrit des livres, et parmi les livres, il y en a un qui prend un rôle important, qui va s'appeler les Vikings. Alors, qu'il soit bien clair que ce livre a été traduit plusieurs fois et apparemment maintenant il est voilà, pour ceux qui ont apporté la brique rouge par notre ami et mon frère de cœur Cyril Zavary, que je connais depuis novembre 82 quand il est arrivé de Chine, il est arrivé en France et il a passé toute sa vie à traduire, mais d'autres aussi ont fait des travaux et il y a des influences tout à fait intéressantes, mais il faut pouvoir en introduction bien préciser tout de suite que dans la plupart des civilisations, il y a d'un côté la gestion des chiffres et de l'autre côté la gestion des lettres. En France, on a même un jeu qui porte ce nom, les chiffres et les lettres, depuis tellement longtemps que personne n'ose arrêter ce jeu. Je crois qu'il existe toujours. Et qui divise bien, vous voyez, notre appréciation du monde à travers soit une quantification qui permet, à partir de cette quantification, faire des opérations, même des racines carrées de 2, le théorème de Pythagore, je ne parle pas de la trigonométrie, etc., pour avoir la précision de ce que l'on décrit, et à partir de là, de le quantifier et d'en faire un usage, et puis à partir de ces chiffres, ou du moins dans un autre point de vue, vous savez qu'on a deux cerveaux qui gèrent des choses différentes, des lettres, et avec si peu de lettres, 26 lettres, la capacité d'exprimer des phrases, voilà, des mots, on construit des mots d'abord, des phrases, du sens, de la poésie, une déclaration de guerre, un article de journal j'accuse, etc. C'est-à-dire envoyer à la fois de l'information et des émotions. À votre avis, est-ce que les Chinois, qui ont deux cerveaux comme nous, mais qui ont une autre pratique, se sont contentés des chiffres et des lettres? Ben, il faut croire que non. Et dans leur pratique très ancienne, progressivement, ou peut-être principalement, et je vais expliquer pourquoi je joue sur ce mot principalement, et à l'origine de l'origine, ce qui les a intéressés, c'est autre chose, c'est comment objectiver quelque chose que l'on perçoit, que l'on sent dans la nature, à travers autre chose que des chiffres et des lettres. Et ils ont un autre langage. Et quand je parle du cerveau gauche et du cerveau droit, chez les Chinois, ce qui l'a toujours beaucoup intéressé, c'est le caractère Chong, Chongwu, le pays du milieu, le centre, le caractère. Alors, on reviendra progressivement sur ces différentes notions, là c'est juste une introduction. La notion du centre, du milieu. Dans les pratiques, les pratiques en général, alors je vais utiliser l'expression MTC, qu'on soit bien d'accord, dans les pratiques des méthodes traditionnelles chinoises de santé, MTC, méthode traditionnelle chinoise de santé, le petit document que je vous ai donné tout à l'heure qui présente toutes les activités du CSO, joli petit document coloré, c'est bien marqué, méthode traditionnelle chinoise de santé. Il y a cette réflexion autour de je comprends, je veux savoir, ça c'est le cerveau gauche, et puis je perçois, je ressens, c'est le cerveau droit, et cependant ce qui va les intéresser c'est au centre, ce qui vibre en moi, ce qui me permet, une fois enraciné dans la terre, les pieds dans la terre, et une fois enraciné dans le ciel, la tête au ciel,
qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de moi et qui a du sens. C'est une démarche ontologique. Je redonne la définition d'ontologique. Ontologique, c'est toutes les questions qu'on se pose depuis l'enfance et tout au cours de notre vie. Quand un petit garçon voit sa maman pleurer parce que son grand-père vient de décéder, ou un monsieur d'à côté qui était âgé, maman dit tu sais, il était âgé, voilà, c'est la fin de vie, puis après il va au ciel, etc. Et le petit garçon qui lui a 7-8 ans, peut-être moins, qui voit sa maman, qui a 30 ans, 32 ans, et qui lui dit, toi aussi maman, tu es vieille, tu vas mourir un jour, ce petit garçon commence à se poser des questions ontologiques. C'est ça la quête fondamentale de l'être humain. Alors nous, on a des jolis philosophes en France, et puis Luc Ferry par exemple, qui dit, la philosophie sert à accepter l'insupportable qui est la mort. Bon, parce que nous sommes sur un questionnement autour de la vie et de la mort, l'entrée en scène et la fin et la sortie de scène. Ce sont des questions, c'est une démarche. Pour d'autres, ça a été le religieux. Donc le religieux tente de répondre à cet insupportable qu'est la mort et le après. Bon, alors, je suis déjà en train de préparer mon prochain stage de Qigong du mois de septembre à Rennes, enfin dans la région, où le thème de ce stage, c'est du premier au dernier souffle. C'est une interrogation importante qui va conduire les Chinois, eux aussi, à se poser ces questions, mais avec un autre point de vue, qui est celui ontologique, comme je le décris. Et vous voyez bien que quand je dis ontologique, ça m'évite de dire philosophique, métaphysique, spirituel, religieux, symbolique, mais ça inclut tous ces mots-là. Hein. Reprenons bien la définition d'ontologique pour cela. Et donc les Chinois ont également cette perception, cette quête, cette interrogation, tout en ayant cette expérience et cette conviction que dans le centre, au centre d'eux, il y a autre chose et la réponse est dans le centre et au milieu d'eux. Quand ils disent Zhongguo, ça veut dire vraiment le pays du milieu, c'est-à-dire qu'il y a les sauvages et les barbares tout autour. Bon, ils ont la mer, ils ont les rivières et ils ont la montagne. Malgré tout, ils ont fait une muraille pour essayer de se protéger des barbares. Mais c'est pas que pour ça d'ailleurs, c'est pour bien d'autres choses, comme les rivières, c'est pour des flux, ça circule, hein, c'est des passages, c'est des courants, ça permet de déplacer très rapidement et des informations et du personnel et du matériel éventuellement. Donc, au centre, à l'intérieur d'eux, dans cette quête-là de l'intérieur, il y a cette recherche ontologique, donc philosophique, métaphysique, spirituelle, etc., et qu'ils ont abordé d'une toute autre façon, et sans doute, nous sommes sur le thème, grâce et à cause du Yiking, ou du moins en passant par le Yiking. C'est-à-dire par un autre mode de raisonnement, par un autre point de vue, et ce n'est pas un point de vue intellectuel, c'est par une lecture. C'est pour ça que quand je dis lecture mathématique et spatio-temporelle, c'est cette lecture qui va être intéressante. Alors, pour aborder ces sujets dont je vous ai parlé, on peut en effet l'aborder par le livre. On peut éventuellement l'aborder que par la mathématique. Les deux sujets sont intéressants et aucun des deux n'est complet. Et faire un tour par le livre sans faire la mathématique, ce serait dommage. Et faire que de la mathématique sans le livre, ce serait préjudiciable. Mais en même temps, j'aimerais que vous puissiez bien entendre que l'ensemble de cette quête-là, c'est pour comprendre à l'intérieur de soi la transformation que ça opère. Et la transformation, progressivement au cours de ces 3 jours, c'est ça que je vais essayer de vous faire passer, c'est d'avoir accès à cette lecture spatio-temporelle. En 1905, Albert Einstein, dans notre secteur, en Occident, publie ses premiers écrits sur la relativité comment restreinte, puis ensuite générale. Il introduit une nouvelle notion. Il introduit, en plus de ce que l'on savait par tous les physiciens, Newton entre autres l'année dernière, ou bien d'autres physiciens qui ont pu avancer, que notre point de vue, c'était longueur, largeur et hauteur. On sait les mesurer, on sait se situer par rapport à ces 3 dimensions. Et Albert Einstein lui dit, mais attends, on est à côté du sujet là, il manque un truc, on a oublié de parler du temps. Et il a écrit des formules. Bon, je ne vous raconte pas les formules, celles-là sont assez compliquées, c'est pas simplement E égale MC. Ça, c'est simplement pour dire, dans l'univers, il y a quelque chose qui est autant de masse que d'énergie, on en reparlera dans la notion binaire ou dans la lecture binaire qui ensuite va devenir fractale. Mais c'est surtout
d'introduire cette notion du temps avec ces équations des racines carrées de 2 de machin, un truc, pour dire notre perception doit se modifier à la fois dans les petites choses comme dans les grandes choses, dans l'univers comme dans l'infiniment petit. Jusqu'à présent, les physiciens, quand ils observaient à la dimension humaine ce qu'on pouvait observer directement. Maintenant, si on va beaucoup plus loin, c'est grâce justement à cette notion. Le téléphone cellulaire, à titre d'exemple, merci Albert Einstein de nous avoir expliqué que l'univers était courbe. Parce que sinon, de cellule en cellule, on ne pourrait pas avoir un téléphone qui fonctionne. Grâce à ces équations et à sa compréhension de cette courbure de l'espace-temps, il y a les calculateurs ont ajusté ce qu'il fallait. Mais sinon, on n'aurait pas pu aller plus loin. Donc on lui doit beaucoup, grâce à ce point de vue, d'ajouter la notion du temps. Mais pendant très longtemps et pendant plusieurs années, seule une toute petite poignée de physiciens comprenaient ce qu'il avait fait passer comme message. Ça s'est développé un peu, mais on est encore très lointain de ça. Nous, on n'a pas introduit dans notre concept ce qu'est la notion de l'espace-temps. Et c'est pour ça que progressivement, tout au cours de ces 3 jours, je vais essayer de vous faire rentrer cette notion du temps, de l'espace-temps, pas du temps, de l'espace-temps. Qu'est-ce que ça veut dire l'espace-temps? Nous étions quelques-uns, et beaucoup d'ailleurs, mais quelques-uns un peu autour de qui étaient aussi à Paris récemment, au colloque organisé par Cyril Javary du Centre de Joly sur le Yiking. Et on a eu la chance de retrouver, qui est mon prof, Li Bocheux, le professeur Li Ling de Shanghai, qui est venu nous faire un exposé sur le sinocube. C'est aussi la partie finale. Ne tracassez pas, je vous donnerai ça à un moment ou à un autre, mais ça va faire partie du programme. Et moi, ce qui m'a beaucoup ému dans la façon dont il n'a pas ce côté pédagogue. D'ailleurs, quand j'ai pris la parole, j'ai dit, bon, vous avez entendu comment il nous parle de tout ça, et quand bien même n'aurait-il pas la facilité pédagogique ou didactique, hein, il est dans son truc. Mais quand il nous a parlé des trigrammes, de l'organisation, et après des égrammes, etc., et de son organisation, il quitte le pupitre, il se met debout, sur la scène, il se retourne, là il y a le trigramme Kien, là il y a le trigramme Kun, et là, il est au centre. Oui, et ça pour moi ça a été l'émotion importante de se dire, il ne parle pas du Yiking, il est au centre, il le vit. Et dans son cube, hein, je vous donnerai des documents, je vous donnerai d'ailleurs aussi les enregistrements du congrès et du colloque sur le Yiking, vous aurez ça sur la clé, il est dedans, et il est tellement dedans que, non sûrement pas, ce que je vais dire n'est pas vrai, il n'en est pas encore sorti, quoi. Il est dans la vision qu'il a du monde, il a une vision qui est tout autre. Mais Gérard, peut-être qu'il n'en sortira jamais. Mais tant mieux. Il vit dedans. Il vit dedans. Voilà. Alors, quand je dis ça, il est peut-être sorti, parce que je me dis, si je rentre et que je ne peux plus en sortir, ça va m'embêter. Mais ça n'empêche rien. Ça n'empêche rien, vous avez tout à fait raison. C'est cette lecture nouvelle dans laquelle Albert Einstein était, et qu'il a eu beaucoup de difficultés, parce que finalement, tout grand génie qu'il est, je connais bien son histoire, j'ai lu beaucoup de choses là-dessus, il avait un bagage mathématique insuffisant. C'était sa première femme qui a joué un rôle très très important pour l'aider. Et puis après, quand ils se sont séparés, c'est un de ses amis mathématiciens qui lui dit « Attends, Albert, il te demande des trucs », il l'a initié, bon, il a très vite compris, il l'a initié au langage mathématique. Et quelles étaient les 3 passions d'Albert Einstein? Vous vous souvenez, par la physique, la philosophie, le violon, et la philosophie et le violon quelque part, et puis il avait une autre passion qui était la voile. Et quand il était en Suisse, il y avait des lacs sur lesquels il avait un petit dériveur. Mais il n'avait aucune connaissance de voile, rien du tout. Et il se laissait, moi quand j'ai lu ces choses-là, je le voyais se faire il se laissait porter, vous voyez, dans ses pensées, dans son truc, mais dans un espace-temps qui est à la fois le ciel, à la fois la terre représentée par l'eau, des mouvements constants, sans qu'il ne sache où il va, vous voyez. Tant et si bien que parfois, sa femme était très inquiète, où est-ce qu'il est là, et puis le vent le portait sur une des berges du lac en question, et puis il arrivait là, puis quand la patrouille de commandant gendarmerie il passait là, il le retrouvait, il le ramenait chez lui. Et c'est cette perception d'être, non pas comme le professeur Tournesol, mais dans un espace-temps qui fait que il est au centre, et c'est une passion. Donc c'est son cœur qui vibre. Et le cœur en chinois, ça veut bien dire, ou le centre, le milieu, et je vais bien insister sur le mot centre et milieu, de quelque chose qu'il vit, dans lequel il est.
Alors, oui, la remarque, est-ce que comme Libocheux est sorti de son cube, est-ce que si on y rentre, on va en ressortir? Si on n'en ressort pas indemne, en cela que notre point de vue va changer. Et notre point de vue va changer sur l'ensemble du monde, c'est-à-dire de tout ce qui est, tout ce que sont les objets sujets au changement. Ça y est, je viens de donner une définition. Tous les objets sujets au changement. Et c'est ça l'écriture du caractère I. I qui veut dire tout ce qui est en mutation, en transformation, en changement. Par rapport à, et je pense que dans l'introduction, vous avez lu ça dans le petit document que je vous ai proposé, par rapport à ce qui n'est pas sujet au changement. C'est pour ça, la difficulté d'un caractère chinois, de la traduction d'un caractère chinois, et on le sait, traduction, trahison, c'est que si c'est un idéogramme, donc une idée, c'est pas un pictogramme. Certes, ça va ressembler au soleil, les nuages, à travers les nuages, il y a des... Vous voyez, l'idée du caractère I, vous connaissez bien l'écriture du caractère I, enfin, vous l'avez vu partout, mais en même temps, on va l'écrire. C'est à la fois le soleil, et à partir de ce soleil, il y a des nuages, et au travers des nuages, et vous avez déjà vu ça certains jours, au travers des nuages, vous avez des rayons qui passent, vous voyez, qui circulent de mille et une façons. Comme dit monsieur Fano, Pierre Fano, il y a une façon de fermer une porte et 1000 façons de la laisser ouverte, 10 000 pour la symbolique chinoise, où c'est fermé et il n'y a pas de rayon, ou elle est ouverte et elle peut s'ouvrir de 10 000 façons. C'est un peu cette idée des changements, des transformations, des mutations, mais par rapport à, et ça c'est un des principes dialectiques chinois, très très important, cette dialectique qui décrit que l'ensemble de ce que l'on va étudier est toujours à étudier par rapport à quelque chose. Donc on ne peut pas parler du I sans parler de quelque chose qui lui n'est pas du tout identique, qui est, et dont vous connaissez la présentation, si je le marque en chinois, pourquoi pas, en pinyin, je veux dire, Tao, qui va conduire au taoïsme, mais on a tellement pris l'habitude d'écrire taoïsme avec un T que quand on écrit maintenant D avec un D, nous voilà un peu perdus. Mais c'est le Tao. Donc on est dans une dialectique, j'ai choisi deux couleurs justement pour mettre en termes de comparaison, ou en miroir ou en regard. C'est pas un miroir finalement, c'est même pas un regard. Ils sont concomitants. Et ils sont... alors, est-ce qu'on lance le mot consubstantiel? Enfin, c'est difficile de les retirer l'un de l'autre, en cela que il y a toujours dans la chose chinoise une partie qui n'est pas sujet au changement, qui est constant, qui est toujours présent, qui n'est éventuellement même pas là, et pourtant qui est là, et qui est agissant. Et dans la chose chinoise, on sait bien, ce qui n'est pas visible est toujours en relation avec ce qui est visible. C'est toute la dialectique du Tao Te Ching de Lao Tzu, le Wu, qui est rien par rapport à Yu, qui existe. Eh bien, si l'on parle des objets sujets au changement, qu'on entende bien que de toute façon, c'est un fond, un centre, un cadre, un environnement qui, lui, il y a une partie qui n'est pas sujet au changement par rapport à ce qui est sujet au changement. Et réciproquement, dès qu'on parlera des choses qui sont sujettes au changement, sachant qu'au centre, à l'intérieur, pour nous, à l'intérieur de nous, oui, je ne suis pas dans des considérations physiques, géométriques, algébriques, etc., mais humaines. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça m'apporte moi, qu'est-ce que ça me change en moi, d'être dans cette quête de l'espace-temps, au centre de nous. Oui, moi, c'est une chose qui me surprend, c'est que j'ai toujours pensé, par rapport au Yiking, que tout était sujet au changement, que tout pouvait changer. Dans le Yiking, oui. Et c'est pour ça que je propose, et ce que je suggère, et en termes, qu'est-ce qui peut ne pas changer? Alors, si c'est votre question, ce qui ne peut pas changer, et si, dans les pratiques, dans les méthodes traditionnelles chinoises de santé, je dis bien dans les pratiques, que ce soit du Qigong, du Sichuan, de la méditation, de l'acupuncture, de la calligraphie, l'art de la cuisine, l'art de la chambre à coucher, l'art des florales, le feng shui, les baizhi, quelques-unes des disciplines que nous pouvons pratiquer, étudier et comment y comprendre. Voilà, l'interrogation, elle est à l'intérieur de nous, au centre de nous. Qu'est-ce qui n'est pas sujet au changement? Parce que sinon,
on va aborder ce sujet exclusivement dans la diversité. Et la diversité, c'est 6094 lignes différentes possibles. Et alors 64 multiplié par 64. Mais je pense que ça doit être à peu près ça le schéma. Pardon ? Oui, c'est ça. C'était ça, merci. Et ça, c'est la diversité des aspects. Mais cette diversité, enfin, en tous les cas, je la représente comme telle, cette diversité des aspects, si elle n'était que dans la diversité et non pas dans une forme d'unité, c'est-à-dire un retour au centre, fondamentalement, on va en parler tout à l'heure en termes métaphysiques, à l'origine le rien, puis le 1, puis le 2, puis le 3, puis les 10 000 lettres, on est dans une structure de quelque chose qui va du rien, qui est la partie la plus essentielle pour arriver à 1, mais conduire au fait que, tout au cours de ce parcours, on n'oublie jamais que tous les aspects, toutes les formes pris isolément n'est pas à prendre. C'est notre monde occidental qui nous dit oui, on peut le prendre isolément et tout le reste n'existe plus. Pas en Chine, sûrement pas. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une modélisation d'espace-temps. Mais aussi, on est dans des mouvements. On va parler du yin et du yang, on va parler des différents aspects. Ce sont des mouvements. Ce ne sont pas des choses arrêtées. Et tout en sachant que chaque mouvement arrivé à un certain seuil, va s'inverser en son contraire. Chaque chose arrivée à son extrême s'inverse en son contraire. Et dans tous les sens. Donc on est dans un mouvement, mais en même temps, c'est pour ça que oui, ça va partir dans différentes directions et que je vous ai j'ai fait un programme pour dire, et là c'est une introduction qui va dans tous les sens sans préparation aucune, on va être obligé d'aborder cerveau gauche, aspect, parce que sinon vous allez dire c'est un peu, je comprends rien, etc. On en a besoin, on a un cerveau gauche. On va aller étape par étape. Mais sur une trame, à un moment, je vais partir dans n'importe quel sens. Pourquoi ? Pour faire ce lien, parce que justement, chacun des aspects pris isolément, si je le laisse isolément, il va prendre de l'importance là, maintenant, et il va perdre de la relation avec tout l'ensemble. Et c'est ça la difficulté du Yiking, ou du moins de l'esprit chinois, mais c'est ça sa simplicité. Alors c'est difficile parce que ça nous est difficile à nous. Vous imaginez bien que pour les Chinois, c'est pas difficile du tout. Ils sont baignés dans cet esprit-là. À tout niveau, à tout moment, tout dans leur structure sociale, humaine, organisationnelle, de la famille, du village, de la politique, à tout niveau, tout le temps. Il y a toujours ce double mouvement d'un centre vers l'extérieur, de l'extérieur vers un centre, oui, du mouvement et du silence, des formes et de l'absence des formes. Mais en même temps, s'intéresser. Parce que là, je suis obligé de faire tellement attention aux mots que je vais utiliser concernant le Yiking, parce que justement, je veux, à travers cette option que je prends, je ne rentrerai pas dans le livre, mais nous allons regarder ce qui, par mathématiques et par lecture, par perception, je crois même que c'était études mathématiques et lecture spatio-temporelle, l'intitulé que je vous avais donné et que j'ai raccourci en lecture mathématique et spatio-temporelle. Mais on peut étudier la mathématique, mais on va faire une lecture spatio-temporelle. Et une lecture, c'est qu'est-ce que je lis ? De la même façon qu'on va lire un tableau. Qu'est-ce qu'on lit dans un tableau ? Vous voyez, cette lecture qui fait que on va rentrer dedans pour nous, et qu'est-ce que ça va nous changer à l'intérieur de nous ? Alors pourquoi je prends toutes ces précautions, non pas oratoires, mais de structure, de ce par où je veux passer ? C'est que la grande interrogation, vous l'avez, et c'était le thème d'une des conférences du colloque, quand on interroge, quand on questionne le monsieur I, ou le sage I, ou le livre, on l'interroge. La grande question, c'est qui répond ? Et pour ne pas avoir à répondre à cette question, de façon aussi objective à laquelle vous attendez, eh bien justement, je vais vous initier à cette lecture spatio-temporelle pour qu'ensuite, c'est vous qui trouviez vraiment la réponse de qu'est-ce qui se passe exactement. Et pour ce faire, il va falloir aller à l'origine de l'origine, c'est-à-dire qu'est-ce qui a fait que les Chinois, depuis le début, ont eu des chiffres et des lettres,
parce que on va trouver ces traces de mathématiques très anciennes sur les éléments les plus conservateurs qui soient, hein, qui sont des os et des carapaces. À la fois, on va trouver des chiffres, et à la fois, on va trouver des lettres, des mots, et entre les deux, une réponse. Et cette réponse, ce sont les craquelures. Alors, on va quand même faire un petit rappel sur l'ensemble de cette organisation, de façon à ce que on se prépare bien à comprendre que dans cette démarche chamanique, alors on va lancer l'affaire, chamanique, sur un fonctionnement animiste. Alors, voilà les deux mots importants. Chamanique, ça veut dire que, comme dans toutes les civilisations, à un moment ou à un autre, parmi les humains qui sont là, organisés et socialisés, en groupe, en famille, en tribu, il y a toujours un qui est le guérisseur, il y a toujours un qui est le guérisseur pharmacien, un peu, vous voyez, et, bon. Il y en a toujours un qui est cuisinier, il y en a toujours un qui est prêt à défendre le groupe parce que c'est un physique, et voilà, il y a le débrouillard, etc. Il y a le malin, il y a le géo trouve-tout, là, qui... Bon, de toute façon, mais il y en aura un qui sera en charge, justement, de toutes ces grandes questions animistes, c'est-à-dire, j'observe l'univers, je vois le monde tout autour, et dans cette organisation-là, il se passe quelque chose. Alors la lecture animiste, c'est quoi? C'est de considérer que le vent, la tempête, ce sont des énergies, ou ce sont des dieux, des divinités, ou ce sont des esprits. Le tonnerre, vous imaginez bien. Et alors, justement, pour attaquer cette partie-là, j'ai voulu faire un rapprochement avec ce que je connais bien, qui sont les mégalithes que j'ai dans ma région, au niveau de Carnac, parce que ça fait quand même de nombreuses années où j'y vais régulièrement. Puis là maintenant on organise des stages autour de... certains aussi ici ont participé à ces stages-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette période bien lointaine pour qu'une bande de copains, 3, 4, 5 copains qui ne savaient pas quoi foutre pendant les week-ends, sont décidés à mettre des cailloux debout, quelques-uns comme ça, puis après c'est devenu une espèce de mode, chacun venait avec son caillou, etc. Qu'est-ce qu'on cherche à travers ça? Qu'est-ce qu'ils cherchaient? Alors déjà, pour savoir, c'est qu'ils n'ont toujours pas bougé, ces cailloux-là, parce que parfois, il y en a qui sont très très hauts, bien plus haut que le plafond de cette pièce. Ils sont posés de telle façon qu'il y en a 3 horizontalement dans la terre qui permettent de tenir le vertical. Et puis, autre originalité, on ne sait pas grand-chose. Rien n'est sculpté sur ces cailloux, ils sont bruts, ils ont des formes toutes différentes, des tailles toutes différentes, ils sont tous orientés, en tous les cas là où on va, de telle façon que le 21 juin, on est dans l'axe du lever du soleil. Et essayons de se replacer aussi lointain que ça et en faire une comparaison avec la Chine, tout en sachant que la Chine a laissé des traces, alors que les mégalithes bretons, celtes, bretons en tous les cas, mais on en retrouve aussi dans d'autres pays celtiques, et dans d'autres pays du monde d'ailleurs aussi, mais là ils ont mis quand même vraiment beaucoup le paquet. On n'a aucun écrit, on n'a aucune trace, sauf par leur présence, c'est-à-dire il y a à un emplacement, à un moment précis, quelque chose qui se passe, et on laisse une trace. Et on est déjà dans l'origine de la lecture spatio-temporelle. C'est ici, dans cette direction, ça c'est de l'espace, à un moment précis du calendrier, à ma montre, c'est le 21 juin. Et à ma montre, c'est aussi le moment où le soleil se lève. Donc vous voyez, toute l'idée de la conjonction de nombreux paramètres qui vont être qu'il se passe quelque chose si je me mets dans cette direction ce jour-là à cette heure-là. Et en effet, il se passe beaucoup de choses. Et si un jour ça vous intéresse, eh bien, joignez-nous. Ce jour-là, on y est, vous savez où nous retrouver, vous savez où je suis le 21 juin, dès 3h du matin, parce qu'on va arriver de bonne heure, le soleil se lève à 6h15, cette année 6h15, mais bien avant ça, l'aube est telle que ça y est, la lumière est déjà. Et on va tourner autour, on va mettre les mains autour, on a une façon de faire particulière, et on va sentir des choses. Et ça, je me dis que
de ce fait, je m'approche beaucoup plus, vous voyez, de tous ces peuples qui ont fait ça quelque part, parce que l'on est là, dans un vécu, où le centre de moi, je reviens au centre, on en reparlera en cours de route, mais je n'insiste pas tout de suite, mais le centre de moi vibre, perçoit et s'ajuste. C'est toujours cette idée de s'ajuster. Quand vous avez besoin de mettre votre montre à l'heure, quand c'est à peu près l'heure, vous écoutez la radio et on vous dit au 4e top ou 3e top, je ne sais plus combien ils en sont, il va être pour la France entière, en fonction du méridien de Greenwich et du méridien de Paris, corrigé par un, on va considérer que ça c'est midi et je mets ma montre à l'heure. Eh bien, quand je suis dans les alignements de Karnak, le 21 juin, voilà ce que moi je ressens, c'est une mise à l'heure de mon système énergétique. C'est-à-dire des rythmes, des appréciations qui composent ce que je suis. Et à ce moment-là, dans ce rituel, et grâce à ce caillou, parce qu'on se balade dans les allées, on les regarde, on tourne, on s'approche, jusqu'au moment où je choisis, où je suis choisi, où il se passe quelque chose, je m'approche, c'est pas ça, il y a un truc, là, j'essaie un autre, je reviens, et il y a un moment, là, on sent qu'il se passe quelque chose. Alors, c'est ce calage, mais vous voyez bien, à la fois de la saison, à la fois de l'heure, à la fois de l'orientation, à la fois de la qualité énergétique saisonnière. J'ai vu y aller quelques années, il pleuvait, il y avait des gros nuages partout, mais c'est pas... J'ai eu la chance de le faire quand c'était au premier d'abord, quand il fait beau soleil, mais je me souviens vraiment des tempêtes des 21 juin, c'est pas grave, je repartais de chez moi, et puis j'y allais, j'arrivais à Karnak, je remontais par-dessus la barrière, je faisais mes rituels, tout trempé, tout mouillé, aucune espèce d'importance, parce que là, et c'est là où j'ai le senti peut-être encore plus fort, là, ce jour-là, c'est tac, c'est là, c'est plus j'ai vu, c'est à quel moment ça se passe. Et c'est ce travail de l'interne que je voudrais essayer de comprendre, vous faire comprendre, et de se dire si dans cette période lointaine dans notre région, dans toutes les régions où ils ont orienté en plaçant des cailloux pour dire c'est bien ça la direction, eh bien en Chine, ils ont, ou dans toutes les autres civilisations, cette notion du chaman, c'est-à-dire qui initie, qui explique, qui apporte de l'information et qui va faire du rituel. Moi, quand je suis dans les éléments de Karnak, j'ai l'impression, ou d'une perception, en tous les cas, une fois j'ai vraiment senti ça, c'est qu'il y avait plein de monde à cette époque-là. J'ai l'impression qu'ils étaient là aussi d'ailleurs. Il y avait plein de monde, de tous les âges, mais plein de monde, parce que les aliments de Karnak, c'est immense quand vous voyez la quantité de cailloux, puis c'est sur un territoire très très important. Là, ils en ont parqué un morceau, mais il y en a bien d'autres. Donc c'est collectif. C'est quasiment familial. On vient avec ses enfants, les grands-parents, etc. C'est festif. Bon, on le sait en astronomie, quand le soleil arrive au solstice d'été, et l'hiver ce sera pareil de l'autre côté, 64 degrés plus loin, il marque ce qu'on appelle le pas. C'est-à-dire on connaît les degrés d'angle exactement du lever du soleil. Pendant plusieurs jours consécutifs, il est au même endroit. Puis ensuite, il repart pour aller vers l'équinoxe après le solstice d'été, l'équinoxe d'automne. Solstice d'hiver, à l'autre bout, pareil, il marque le pas, et puis il revient. Donc, il y a plusieurs jours, on y reste sur plusieurs jours. Festif, familial, ritualisé, le chaman, il n'est pas loin. Celui qui initie. Pourquoi ce ne serait pas musical, festif avec des danses? Et en même temps, on peut imaginer le pique-nique, ils sont là à manger, partager, faire des choses. Et en même temps, c'est ritualisé. Pourquoi? Parce que quelque part, et ça j'ai une conviction profonde, c'est thérapeutique. On vient là pour recaler ses énergies et pour se soigner. C'est-à-dire tout écart énergétique par rapport aux vibrations, au flux, à l'organisation en réseau. Vous entendez tous les mots que j'utilise? Toutes ces choses qui en vibration, suivant des codes et des vibrations particulières, si on les décale, et pourquoi à cette époque-là ne serait-il pas éventuellement un peu décalé, tous ces décalages-là, tout comme ma montre, je veux la remettre à l'heure, j'ai l'impression que tout ça, ça se recale et ça se remet en état. Alors, on est dans une perception
entre le ciel et la terre, de cette énergie concentrée, orientée, orientée par la terre et par les cailloux, et stimulée, dynamisée par l'orientation, le jour, l'heure et la saison, et l'énergie qu'il y a tout autour, alors que nous-mêmes, nous sommes composés de tout ça, pour qu'à ce moment-là, dans ces vibrations et dans ces réseaux, nous nous mettions en phase, en harmonique musicale, de vibration, en harmonie énergétique. Et là, suite à ça, nous voilà installés dans quelque chose. Alors je donne juste une perception, je ne sais même pas si elle est juste, en tous les cas c'est la mienne. Pour l'instant, je peux être appelé à en changer. Une fois que ça, dans les 10 minutes qui viennent de se passer du lever du soleil, le truc, moi je tourne, j'ai qu'une envie, c'est de m'en aller. Je ne reste pas dans le lieu. Et je ne l'ai jamais fait. Alors il faudrait peut-être qu'un jour je m'oblige à rester pour voir ce qui se passe. Non, ça y est, c'est fait. Et moi j'ai envie de partir. Le moment est passé. Le moment est passé, la chose est engagée. Alors on balade, là, cette année il y avait Alain qui est venu venir nous voir, parce qu'il est un gars du coin, et puis tu l'as bien, et puis on s'est baladé, on a discuté, on a été un peu plus loin, mais j'ai plus rien à faire là-dedans. La chose est faite. Et ensuite on a été un peu plus loin, on est monté sur une tour, on a vu tous les alignements là qui sont là, et les réseaux, les flux. Pourquoi avoir continué parfois avec des petits cailloux? Alors les petits parce que c'est chacun choisit le caillou qu'il veut comme il veut et au niveau énergétique où il veut. Et une année, moi la perception c'était que comme une balance, vous savez la balance. Alors je ne sais pas si c'est la balance de Roberval avec les deux plateaux ou si c'est la balance romaine qu'on tient par avec il y a un poids puis on le déplace. Comme si là avec la perception du caillou, là j'étais j'évaluais en quelque sorte, vous voyez. Je ne sais pas quoi, ce qu'il y a à l'intérieur, la quantité, qualité, mettez ce que vous voulez, et le caillou. Ouais, même les premières fois où ça m'est arrivé, là, je fais ma journée de boulot, je rentre chez moi, le repas, la soirée, puis après je prends un bouquin, et puis je vais tout doucement, je fais un petit déjeuner avant de partir, je veux dire, puis je vais tout doucement en voiture à Carnac. Et puis une fois, je et je mets les mains sur le caillou, et je sens que le caillou bouge. Je dis, merde, je viens de faire un truc, là, je suis en train de faire bouger le caillou. Il a fallu que je me remette, je dis, non, attends, il y a un truc qui ne va pas. Je dis, attends, t'as pas mangé, t'as pas assez mangé, t'as pas dormi, enfin, il y a un truc. Je suis revenu, et le caillou, en effet, avait cette perception. Et c'est là où j'ai senti cette espèce de balance, vous voyez, voilà, là, comme ça. Et ça le recale. C'est pour ça que je parle de centre, c'est pour ça que je parle de réseau, de flux, de circuit, de passage. Parce que dans cette perception-là, là, on sait qu'on est dans toute autre chose que ce que je connais, c'est-à-dire le temps d'un côté, l'espace de l'autre, ou comment les lettres et les chiffres, que machin, etc. On est dans une perception, on est dans une démarche. Oui. Et je vous parle de ça, pourquoi? Parce que c'est ce qui m'apparaît être le plus proche de ce que l'on va faire dès qu'on va s'interroger par la lecture chinoise, de cette lecture spatio-temporelle, et qui va nous interroger au point de nous dire pourquoi ça m'informe dans les différentes acceptions du mot informer, vous voyez, pourquoi ça m'informe à ce point de la réalité de ce que je suis en train de vivre. Vous imaginez bien que quand je suis en train de décrire tout ça, il n'y a pas un mot en relation avec le hasard. C'est un mot que je fais en effet, autour duquel je vais beaucoup tourner, mais sûrement pas aller à l'intérieur de ça. C'est un vécu qui a conduit en quelque sorte ce peuple-là à sentir des choses par l'observation de la nature. Alors, animiste, ça veut dire il y a une âme dans l'ensemble. Nous, on a hérité, les Bretons, on a hérité d'une grande peur. La grande et seule peur que les Bretons peuvent avoir, c'est que le ciel leur tombe sur la tête. Mais, bon, j'ai déjà vécu des orages hors de la Bretagne, dans Périgord entre autres, c'était absolument grandiose, les orages d'été magnifiques, hein, mais c'était grandiose, c'était magnifique. Une autre fois, oui, dans l'Indre, une autre fois, un souvenir comme ça, le jour où Armstrong a mis les pieds sur la Lune, il y avait, les jours qui avaient précédé, un orage fantastique, mais ça n'a pas la même dimension, je ne sais pas pourquoi, qu'en Bretagne, où là, il se passe quelque chose d'autre. Et en même temps, c'est pour glisser une perception différente de mon cerveau qui analyse et qui comprend et qui explique,
d'autres choses qui vont être une émotion, un sentiment. Parce que dans l'ensemble de ce que l'on va faire là pendant les 3 jours et discuter, la finalité, c'est de parler, c'est d'être en contact avec des émotions, avec des ressentis, avec des interrogations. Et ces interrogations, j'ai pas envie qu'elles soient exclusivement intellectuelles, du moins dans ce contexte, je le replace, on est encore mégalithe, on est encore à l'origine de la Chine. J'ai pas envie que ça passe, qu'on en arrive à penser que ça passe d'abord par de l'intellectuel. Ça passe par autre chose, et cette autre chose, c'est une réponse, un sentiment, une émotion, un éveil, et qui ne sait pas prendre de la forme, mais qui est déjà une réponse. Et j'ai eu la réponse à l'ensemble de ce que j'avais envie de faire avec vous, dans le train l'autre jour, lorsque je revenais de Lyon, où j'entends quelqu'un qui dit à sa copine « Ah, si j'avais su !» Rien que cette phrase-là, qu'on entend. Je me suis dit, mais voilà. Là, aujourd'hui, une dame peut dire « Ah, si j'avais su ce qui allait arriver là, maintenant, en arrivant à tel endroit, je ne serais pas partie. » Et c'est toute la démarche que l'on peut avoir pour dire « J'aimerais bien savoir si je dois partir, si je dois faire telle et telle chose. » Et nous avons toujours et encore cette interrogation, ou du moins cette possibilité de se poser ces questions et de l'inclure dans notre vie. Donc elle n'est pas absente définitivement, puisqu'on aimerait bien savoir, ou tous les cas, ce jour-là, on dit « Ah ben j'aurais bien aimé savoir. » Elle n'est pas exclue, et elle n'est pas née simplement aujourd'hui, comme si c'était un questionnement que les Chinois, que les Grecs et les Incas, que les Égyptiens, etc., Babylone, etc., tous ces gens, tout au cours du siècle, c'est-à-dire nos frères et sœurs avant nous, un peu avant nous, ont pu avoir, et cette question a laissé un creuset. Sheldrake parlait de champ morphogénétique, creuser quelque chose qui continue, puisque maintenant c'est creusé, à être propre à l'être humain. La chance que nous avons étant cela. Donc cette phrase « Ah, si j'avais su », on va la garder pendant les 3 jours pour voir comment les Chinois, eux, ont pu donner un peu une réponse par rapport à tout ça. Donc on en était dans les observations de la nature. Et en même temps, quand les Bretons disent qu'ils ont peur que le ciel leur tombe sur la tête, on est déjà dans des modes de dialectique. Alors, c'est quoi la dialectique? C'est des discours, c'est des mots, c'est une dynamique qui permet d'expliquer quelque chose. La dialectique de la descente et de la montée. La nature, la qualité ou la forme de l'énergie du ciel, c'est de descendre. Donc les Chinois ont peur que par le tonnerre et que par l'orage, le ciel leur tombe sur la tête. C'est la descente de l'énergie du ciel vers la terre. Et puis il y a les marées. Des mots qui vont être utiles à un moment ou à un autre par rapport à ce que vous savez déjà sur tous ces sujets, qui est le thème de notre rencontre. Les marais, quelles que soient les régions, dans le centre de la France, la Venise verte, où là il y a des marées partout, mais il y a plein de marées partout aussi, c'est de l'eau au-dessus c'est du nuage au-dessus de l'eau, et c'est de la vapeur qui monte. Hier matin, quand je suis parti très tôt de chez moi pour arriver jusqu'ici, il y a cette brume, vous voyez, cette humidité de l'été qui annonce qu'il allait faire très très chaud. J'ai pas regretté de ne pas avoir mis un petit pull en me disant oula, il fait froid à Marseille. Non, on sent cette humidité qui monte, et ça c'est la qualité de l'énergie de la Terre, on sent que ça monte. Donc on est dans une rencontre entre des choses qui descendent du ciel et des choses qui montent de la Terre, et l'être humain est au centre de ça et reçoit toutes ces choses-là, et c'est la rencontre qui va aussi permettre aux chamans de se mettre dans cette position d'être en accord avec et le ciel et la terre.
dessiner un autre caractère chinois. Ce premier caractère représente un trait horizontal, le ciel. Et en dessous du ciel, il y a une espèce de gros machin là. Qu'est-ce qui est en dessous du ciel, à l'origine? Des nuages. En dessous des nuages, je vais dessiner 4 carrés. Qu'est-ce qui pourrait être, ou carré ou sphérique, en dessous du nuage et qui pourrait descendre? Des gouttes d'eau. Ensuite, un trait horizontal, un trait vertical et encore un autre trait horizontal en dessous. Je ne l'ai pas écrit dans l'ordre, mais ce caractère en lui-même est un caractère très important, hein, qui travaille, qui organise, qui structure. Mais entre tout ça, il y a 2 hommes. Le caractère homme, c'est un trait à gauche descendant. Et ce caractère-là, tout composé, se crie ligne. Et ce caractère ligne, on va essayer de l'expliquer comme avec des crayons de couleur, comme quoi la partie haute, semi-sphérique, c'est le ciel, et la partie basse, en dessous, horizontale, que j'écris en vert, c'est une ligne. Et ce qui va conduire les Chinois à définir que la Terre est carrée, donc ils vont le dessiner avec 4 lignes droites, hein, et un point central de ce carré, alors que le ciel est rond et un point central avec une union entre le point central de l'un et de l'autre et la rencontre des deux, et là on marquera l'homme, chêne et rebelle. Donc, on est dans quelque chose, le ciel, tienne. Vous vous souvenez que j'avais dit aussi qu'il y aurait initiation à l'écriture des caractères chinois. Nous y voilà. Non, parce qu'on m'a dit, surtout, respecte bien le programme. Je vais respecter le programme. Pourquoi vous avez dit ça, Gérard? On sait pas pourquoi. J'ai entendu une phrase. C'est normal. C'est normal. C'est à Marseille. De toute façon, il va bien falloir que je bavarde pendant 3 jours. Donc, au cours des 3 jours, il y a des chances que je puisse. Que vous faisiez des bêtises. Elle t'a pas loupé. Et voilà, que je vais dire des bêtises au cours de 3 jours. Non, non, ça c'est pas ça. De quoi? C'est pas difficile que tu parles. J'ai pas dit ça. C'est ça. Allez, Moi, c'était dans ce sens-là. profitez-en. Parfait, ça va me faire une pause. Je vais donc me taire en écoutant les bêtises que vous allez dire. Oui, ça m'est facile de parler parce que j'aime, Voilà. ou du moins, Oui, mais c'est bien. dans mon migne, il y a cette notion d'être non pas un chaman, mais d'être un enseignant, et ce qui n'est pas du tout la même chose. Et voilà. Donc, on revient, le ciel et la terre. Et donc, il y a ces 2 notions de descendre et de monter. Et là, ça y est, les termes d'une dialectique sont là. C'est-à-dire que l'être humain, pour vivre, a besoin de recevoir autant du ciel que de la terre. De ce fait, le caractère ligne qui est écrit là, vous voyez, on l'écrit du haut vers le bas, du ciel vers la terre. Il y a 2 lignes qui définissent l'espace dans lequel ça va se passer. Et ce caractère ligne décrit, alors j'aime beaucoup l'expression parce qu'on ne l'utilise que là, 2 hommes sur terre faisant des rituels propitiatoires, j'aime beaucoup ce mot propitiatoire, appropriés, font des rituels propitiatoires pour faire tomber des gouttes d'eau du ciel afin de nourrir la terre comme il faut, et parce que l'eau est absolument indispensable, bien sûr, pour nourrir la terre, et donc de ce fait assurer les productions agricoles et nourrir le peuple. Si le peuple est nourri comme il faut, etc., etc., on en parle. Donc ligne, c'est comment, vous voyez, c'est ce côté rituel et ce côté rituel entre le ciel et la terre pour obtenir, donc en lecture animiste, l'énergie ou la qualité du ciel, c'est-à-dire les grâces du ciel. Dès que l'on est dans un rituel ontologique, on va interroger le ciel pour recevoir, pour lui être agréable et recevoir ses bienfaits, puisque du ciel va descendre beaucoup de choses qui nous intéressent. Il y a à la fois les rayons du soleil, hein, on parlait des rayons du soleil, là c'est les gouttes de pluie, tout ça, ça descend, hein, dont on a besoin, il va y avoir l'évaporation, etc. Eh bien, la partie caractère chinois que j'écris là maintenant, un trait horizontal, en dessous du premier, juste en dessous, vertical, à gauche un homme, à droite encore un autre homme, et on finit par un trait horizontal,
Ça, c'est le chaman. Voilà, c'est le caractère qui définit justement, qui écrit ce qu'est le chaman au sens de celui qui sait associer le ciel, la terre, pour l'être humain, pour les grâces dont on va hériter du ciel, et qui, de ce fait, joue ce rôle essentiel. Wu, W-U, c'est ce que je cherche. Voilà, je le cherchais justement. Wu. Hein, parce que c'est. Bon, Wu, c'est récent pour moi. Ling, c'est vraiment celui que j'aime depuis si longtemps parce que justement, il est tellement joli, tellement caractéristique dans les documents qu'on avait préparés concernant la partie médicale dont on va parler très prochainement à propos de la tortue magique. Oui, voilà, ça c'était un des documents des cours qu'on avait fait sur la médecine chinoise. Et ce caractère Ling, le voilà bien écrit. Et Ling, ça veut bien. Vous voyez comment on retrouve. Je viens de vous l'expliquer, je viens de le dessiner. Il est très très important parce qu'il permet de comprendre qu'à travers un caractère, on a expliqué, un idéogramme, on a expliqué tout ce qu'on avait à expliquer, c'est-à-dire le ciel, la terre, l'union, le passage, l'adéquation, l'accord, l'harmonique. Celui qui a cette capacité, par un rituel, par une démarche, par un regard, par des pratiques, il est donc dans l'état d'accorder, de décoder, d'intervenir et d'intervenir et agir efficacement. Alors je raconte une histoire. Comme j'ai fait mes études en Angleterre, j'ai rencontré des gens. J'ai rencontré un jour une dame qui a vécu 26 ans en Chine. C'était où en périphérie de la Chine. Non, c'était en Malaisie. Oui, Malaisie, capitale de Kuala Lumpur. C'est ça, la Malaisie? Oui, c'est ça. Et voilà, en Malaisie. Donc anglaise et qui vivait comme ça dans. Bon. Et dans chacun des pays où les Anglais ont pu vivre, ils ont toujours installé leur culture, leurs habitudes, dont, entre autres, les jeux de cricket pour le week-end. Et elle m'expliquait que pour peu que, alors qu'ils allaient s'installer, la pluie vient à tomber, personne ne bouge, flegme anglais, mais pratique locale, on va chercher le chaman, on va chercher l'homme qui sait faire, il va venir sur le terrain, il va faire des tours, il va faire des pratiques, elle m'a raconté ça, hein, et dans les 3-4 minutes qui suivent, la pluie s'arrête. Quasiment sur le terrain, et pour protéger le terrain, alors ils vont pouvoir jouer au cricket. Et elle me raconte ça, parce qu'elle a vécu 26 ans là-bas, comme une évidence. Enfin, voilà, il y a le gars préposé. Vous imaginez bien, nous, dans notre culture, hein, on n'a jamais vu ça. Et quelques années plus tard, dans le journal local officiel de notre région, je lis un petit article comme quoi, dans un pays de cette région-là, il y avait alors comment on les appelle déjà dans ces moments-là, des préposés à ça, enfin c'est une forme de chaman, enfin je ne sais plus comment il l'avait mis dans l'article, qui avait eu des soucis avec l'exercice de son métier parce que justement ce qu'il faisait n'a marché plus. Mais c'était en même temps bien définir et rappeler que précédemment et pour d'autres ça marchait très bien. Et lui, il a eu des soucis parce qu'il n'avait plus le pouvoir de le faire ou ça ne fonctionnait pas comme il faut. Est-ce que pour nous qui n'avons pas cette pratique, ça nécessite de rentrer dans une autre lecture? Le chaman, c'est quelqu'un qui, dans sa perception, dans son énergie, dans sa pratique, sa réalité, son contact avec le ciel et la terre, cet homme-là, ce pratique, il y a des femmes aussi, cette personne, cet humain, le gène entre les deux, vous voyez, l'homme, hein, l'homme, au sens homme, a une action au point de faire arrêter la pluie sur un terrain de cricket. Un week-end, chez les Anglais, pour leur être agréable. Et cette notion, chamanique, elle est dans tous les esprits, de toutes les cultures, de toute l'histoire, depuis toujours. Et pour ce faire, il a bien fallu pour que ce soit efficace en tous les cas. Et dans ces cultures-là, il a bien fallu qu'à un moment ou un autre, on remercie. On demande, mais on remercie.
Et les remerciements sont des offrandes qui sont faites. Les Chinois continuent à faire des offrandes, vous avez vu dans les restaurants ou dans les magasins où ils vendent des tas de trucs, il y a toujours l'autel des ancêtres, et il y a des offrandes, il y a des fruits qui sont posés là. On allume des bougies pour que ce soit actif et que ça aille vers le ciel. La bourgie, c'est ça l'intérêt aussi, c'est d'aller vers le ciel. Brûler, il y a des rituels où on brûle des choses particulièrement. Au moment des enterrements, par exemple, en Chine, on brûle des monnaies papier, on brûle des documents à l'intention. Des billets, on achète des gros paquets de billets, moi j'achète ça dans les magasins, et je donne ça aux enfants quand ils viennent me voir au cabinet, et ils me disent, est-ce qu'avec ça je peux aller manger au restaurant chinois? Et on brûle à l'intention de nos chers disparus, c'est-à-dire le culte des ancêtres dont on va parler maintenant aussi. Donc on brûle à leur intention au moment d'un décès pour être sûr qu'ils aient une maison. On construit une petite maison en papier, avec dessiné, et avec des petites armatures en bois, on va les brûler à l'intention du défunt. Ça continue d'être dans des rituels où brûler, c'est faire passer de la masse vers l'énergie, de la concrétisation vers l'intention, à l'intention des ancêtres, à l'intention de nos chers disparus d'être en contact avec eux. Dans certaines églises, dans certaines mosquées, on fait aussi des choses comme ça. On brûle des cierges, on dit des prières, on fait des messes à l'intention de l'encens, voilà, même idée, voilà, l'encens, très très bien, qui monte vers le ciel. Donc on fait des offrandes pour être agréable, voilà, déjà dans l'idée pour nos chers disparus, mais pour obtenir les grâces du ciel, pour avoir la pluie quand il faut la pluie, et pas la tempête qui va tout abîmer, pour avoir le vent nécessaire, mais pas le typhon qui va nous dessécher tout, etc. Le froid, parce que le froid est indispensable, mais pas un froid excessif qui va tout brûler. S'il n'y avait pas de froid, il n'y aurait pas de végétaux, il n'y aurait pas de germination, il n'y aurait pas de céréales, il faut bien aussi se souvenir de ça. Donc on a besoin de toutes ces choses-là, donc les grâces du ciel. Et on va offrir. Et on va offrir quoi? Eh bien, on va offrir les plus belles pièces. Parce qu'on ne va pas simplement leur filer ce qu'on n'a pas fini de manger, on va l'offrir. Et dans le culte principal, historique, en Chine, dans tous les cas, il y a des traces qui racontent ça, c'est que le privilège des chasseurs, c'est le privilège des rois, des princes et des hommes puissants des régions. Et c'est eux qui chassent et qui ont donc de la viande. Et ils vont offrir de la viande, et les beaux morceaux de la viande, on va les offrir. Ça n'avait l'air de gêner personne non plus. Je ne sais pas si vous avez lu la Bible. Moi, j'ai lu 2 fois intégralement. Une première fois, j'étais au service militaire. Après, j'ai dit, maintenant, je vais comprendre de quoi il s'agit. Ça ne gênait personne qu'à un moment, on puisse offrir des vierges, des enfants. Et Abraham, le couteau à la main, sur le bûcher, son fils, prêt à l'offrir à Dieu. Donc, c'est commun, cette idée-là. Oh, Dieu est arrivé, enfin, dans l'histoire qu'ils ont racontée, hop, arrête donc, si tu veux un descendant, arrête tes conneries, voilà, reproduis-toi, cet enfant va être la lignée qui va de cette lignée va descendre. Mais ça n'avait l'air de gêner personne qu'on puisse, comme ça, offrir. Donc dépêchez-vous de ne plus être vierge, de peur d'être offerte en sacrifice. Non, bon, alors ça, c'est une connerie. Alors, non, c'est marrant. Ah, c'est marrant, bon. C'est des choses sérieuses. Le signe, on ne peut pas le changer. Signe du zodiaque, on est de la Vierge, on est de la Vierge. Et ben voilà. Merci. Alors, on sait maintenant effectivement. C'est une vierge qui te parle. Vous êtes pas du site de la Vierge? Non, pas du tout. Et c'est donc pas du tout ce que l'on pensait. C'est exclusivement merci d'avoir recadré la chose. Je n'avais jamais pensé à ça. Voilà. Donc, on offre de la viande. Et là où la grande originalité, il faut l'entendre déjà chez les Chinois, on offre de la viande, mais on compare avec la cuisine que l'on fait au quotidien. Et ça, c'est un grand point de détail dans l'histoire de tout ce qu'on est en train de raconter, que l'on va comparer la cuisson de la viande à la façon dont on immole des offrandes. Alors, des pigeons au départ, des petits moutons, et puis après des béliers, des taureaux. On lit ça aussi en Grèce, à Rome, on offre des tas de choses comme ça, dans toutes les traditions. Apparemment, il y a eu des choses de cette nature. Et là, on va comparer, au final,
des deux rituels, le rituel culinaire et le rituel chamanique, qu'il y a une différence entre les deux. Et la différence, c'est quoi? Ben, c'est que quand tout est terminé, on regarde les os. Quand on a fait des rituels, sur les os, il y a des craquelures. Et dans la gamelle, quand on a cuit, il n'y a pas de craquelures. Alors ils se sont dit, c'est quoi ça? Ne serait-ce point, en quelque sorte, la réponse de se dire, ai-je donné, offert à l'esprit, hein, on est toujours dans cette lecture animiste, et ces puissances non identifiées mais célestes, hein, qui nous donnent approprié ce qu'on reçoit. Hein. On fait en permanence des prières, Seigneur, Seigneur, je ne sais pas quoi, on a d'autres vocations particulières, faites que, hein, donnez-nous, donne-moi, hein, la bonne attitude et la bonne réponse à ce dont j'ai besoin. Mais pour savoir si l'offrande a été reçue, ils se sont mis à regarder les craquelures. Mais il faut le replacer dans l'ensemble de ce que je viens de tout décrire. On est bien dans l'espace-temps, dans les mouvements, dans la dialectique montée, descente, succession, le temps qui s'écoule, les moments appropriés pour le faire, et d'observer que ces craquelures, si c'était ça la réponse, il faudrait, si c'est donc ça la réponse, c'est déjà l'origine d'une écriture. Et l'écriture, certes, c'est l'os qui le manifeste, mais dans un cadre, dans une démarche particulière. Alors, ils vont continuer à observer. Et à ce moment-là, et ça je le tiens, et j'en suis ravi, de M. Van der Merch, qui était donc au congrès, que j'avais déjà vu dans un congrès à Aix et avec qui j'avais discuté. D'un côté, il y avait Cyril qui posait ses questions, de l'autre côté, il y avait moi qui posais des questions, l'un sur le livre, l'autre sur la mathématique. Et là, ça a recommencé encore l'autre jour, au mois de juin. J'ai accompagné de la salle de congrès jusqu'au restaurant. Donc, on parlait tous les deux de ça. Je me suis dit, mais monsieur Van der Merch, vous qui avez passé votre vie à traduire et à apprendre à lire les écrits des carapaces de tortue et des omoplates de bovidés, on est bien d'accord que sur chacune, il y a des choses très précises qui sont écrites. Je vais vous les écrire très précisément pour que vous puissiez comment le dire pour ceux qui savent les lire. Par exemple, ça. Si j'écris ça au tableau, pardon, si j'écris ça, savez-vous lire ça? Quels sont ceux qui savent bien ça? Quelques-uns, je vous écoute. Gweaï. Gweaï. Mais on aurait pu écrire tout autre chose, puisqu'on le voit aussi d'autres. Mais je voulais mettre le dernier, mais aussi le premier. Kiadzu, etc. Sur chacune des carapaces, il y a 4 caractères. 2 dont je viens de parler. 1 pour écrire ce dont il va être question. C'est un rituel pratique. Qu'est-ce qu'on a, l'intention qu'on a là dans ce qu'on veut faire. Et le 4e caractère, c'est un caractère du nom de celui qui va faire le rituel, le chaman. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les deux qu'on a écrits tout à l'heure, Gweaï ou Kiadzu, c'est toute l'organisation de ce qui est appelé les troncs célestes branches terrestres. Et voilà pourquoi je m'immisce dans ce sujet du lit, parce que je me suis aussi immiscé depuis longtemps sur le caractère tronc céleste branches terrestres du calendrier, qui est une de mes spécialités bien sûr. Ce sont des éléments, un de série 10 et l'autre de série 12, qui organisent une succession de 60 caractéristiques qu'on a appelées des binômes, hein, parce que ce sont des nombres, binômes, 60 appliqués au jour. Pendant très très longtemps, et dans cette partie très ancienne de la culture chinoise du sujet qui nous intéresse, ils n'utilisaient que le jour. Donc ça veut dire que si le 21 juin dans les alignements de Karnak, la date est connue, c'est le 21 juin, pardon, dans la pratique du chaman
qui là est en train de se dire j'interroge, je veux comprendre la craquelure dont on vient de parler, eh bien je marque le jour de cette série de 60. Dans ses écrits, M. Van der Merch le dit. Et voilà, mais simplement, il y a 4 caractères, un tronc et des branches, etc. Point. Est-ce que point, ça va me suffire? Point non faux. Bien évidemment, bien sûr que ça va m'intéresser. Et je lui demande, mais est-ce que ça veut dire que la lecture calendérique des troncs célestes branches terrestres précède? Il me dit oui. Et c'est là où, en effet, il va bien falloir remettre en ordre, même si tout ce que je vais vous raconter n'est pas épris de chronologie, oui, l'influence d'abord de ça, puis de ça, telle dynastie s'est passée, etc. Je ne suis pas historien, donc je n'ai pas du tout choisi ça. Mais peu importe, je vais vous le dire en désordre. Mais là, dans l'ordre, qu'on soit bien d'accord sur ce fait, confirmé par le grand spécialiste de tous ces sujets-là, c'est que l'organisation du temps qui s'écoule sur un système de 60 informations journalières permet de dire si, alors on va pouvoir les numéroter de 1 à 60 si vous voulez, hein, aujourd'hui, jour numéro 1, nous allons faire un rituel, et je vais choisir le mot rituel chamanique, puisque quand on met 4 caractères, quand on écrit des caractères chinois, qu'on traduit, on lit toute la phrase pour dire le dernier pour savoir, parce qu'on va remonter du dernier vers le même. Moi, chamanique ou chaman, ce jour, je fais un rituel. Donc cette notion de l'adéquation au temps, voilà spatio-temporel, ça va commencer par du temps. C'est aujourd'hui. Alors bon, vous avez sûrement lu beaucoup de choses là-dessus. Je vous ai invité à lire un des livres que Cyril Javary, le premier livre que Cyril Javary a écrit sur le sujet. Je vais faire beaucoup référence à Cyril, à M. Van der Merch, à d'autres auteurs, et puis quelques-uns comme ça de temps en temps, parce que Cyril a quand même passé toute sa vie à beaucoup parler avec grande intelligence, et grande pertinence et grande culture sur le sujet. Donc, je ne sais plus quelle année exactement il est venu, mais ça doit être 83, 84 ou quelque chose comme ça, nous faire un stage à Rennes dans le cadre du Cercle Sénologique de l'Ouest. Donc, je l'ai eu pendant 15 jours, une semaine avant pour préparer tout son travail. On allait tous les deux au travail, moi dans mon cabinet tous les matins et jusqu'au soir, et lui dans le petit bureau à côté à bosser. Le week-end, on a discuté ensemble, puis ensuite, on a fait le stage, enfin, il a fait le stage, il a bavardé, et ensuite je l'ai gardé encore une semaine pour qu'il finisse d'écrire, pour nous faire un dossier. Ce livre-là, donc, Études sur l'origine du Yiking, était co-animé avec la révérende Mérina Bergeron, qui est une sinologue, qui est une dame qui a vécu, une religieuse, qui a vécu en Chine pendant très, très longtemps, qui a été dans les prisons de Mao, qui connaît bien la Chine et la culture, et qui nous a fait juste une introduction. Cyril ne voulait pas faire seul, Madame la révérende Mérina Bergeron voulait faire juste une introduction. Donc voilà. Mais ce livre-là, quand je l'ai offert à André Fauvert, mon prof en médecine chinoise, m'a remercié en me disant, dis donc, tu sais, voilà un livre qui m'a tenu éveillé pendant une longue partie de la nuit, ce qui ne m'était pas arrivé depuis très longtemps. Je trouve que c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire à quelqu'un qui écrit, de lui dire combien on a été pris par la lecture. Et c'est tout à fait vrai. Et j'aime bien relire ce livre. Donc je vous les invite à le lire. C'est le premier document de Cyril Javary. Ensuite, il a écrit tellement de choses. Et La Brique Rouge, j'en ai un de ses derniers. Pas forcément le dernier d'ailleurs, parce que... mais bon, il continue à publier attentivement. Je ferai référence à lui, bien évidemment. Et ces deux maîtres à lui, c'est M. Van der Merch et M. Karl Ritschig, que j'ai eu la chance aussi de rencontrer, mais je n'ai pas parlé avec lui, simplement de le voir. Je ne savais pas du tout qui était cet homme. Un sinologue, un prof à l'université, et Cyril a été très très enrichi par ce prof. Donc voilà ceux qui vont nous accompagner et qui vont nous donner des informations très, très fortes là-dessus. Donc il y a bien cette évidence que le temps, la chronologie, la succession sur une bande passante de 60, c'est le cadre premier, avant qu'on écrive, vous voyez. Mais donc, ils ne s'écrivaient pas comme ça, hein. Là, ils avaient des dessins, ils avaient des choses qu'ils ont su, le Kia s'écrivait pas, le I, comme ça, bon, bien évidemment. Mais il y avait déjà ces traces en quelque sorte de repères dans le temps par ces dessins-là. Oui.
Tout comme dans toutes les traditions qui ont eu une lecture mathématique, ils ont utilisé les cordes à nœuds. Parce que vous prenez une ficelle, enfin une trace, et ils vont faire des nœuds, et en comptant les nœuds, vous voyez, ils ont un système qui permet de compter jusqu'à 10 et de savoir combien de 10, vous voyez, et de pouvoir après, avec une corde à nœuds, dire, ben voilà, là, sur cette autre corde, chaque nœud correspond à une série de 10. Donc on n'est pas encore dans le positionnel. Le positionnel, c'est quand vous écrivez 10, qu'on soit convenu qu'à gauche, c'est les unités, les dizaines, et qu'à droite, ce sont les unités. Si on écrit 100, qu'on soit d'accord que... Et ça, c'est un saut très très important, c'est un moine qui a inventé ce système-là, positionnel, qui a révolutionné complètement l'esprit. Il suffit qu'il y en ait un jour qui a une idée, qu'il le propose, et d'un seul coup, ça devient planétaire. Hein, il n'a pas déposé le dossier, sinon qu'est-ce qui serait riche d'avoir déposé le système. Bon, mais c'est cette idée, vous voyez, positionnelle. Bien avant ça, avant qu'ils écrivent un chiffre qui permet de savoir, eh bien, on va faire des nœuds dans des cordes. Donc on va pouvoir compter qu'il y a là un paquet de 10, et après compter des paquets de 10. Donc j'ai 1, 2 et 3 paquets de 10. Donc ils n'ont pas à écrire 30, mais ils vont voir à quoi ça correspond. Donc ça, c'est une façon d'observer des chiffres, et dans l'idée du comptage ou de la computation, puisque là, comme il est question du temps qui s'écoule, le mot approprié, c'est computation, quand il est question du calendrier, la notion du 60, c'est bien une structure à base 10 qui vient du ciel, et à base 12 qui vient de la terre, qui vont appeler les tranches célestes, j'ai changé les mots, les tranches célestes et les brindilles terrestres. Les tranches célestes. Ça nous évitera de raconter des bêtises. Hein? Ce sont 5 tranches de ciel qui tournent, on en parlera prochainement. Et puis des brindilles terrestres qu'on prend, des petits morceaux de branches qu'on va mettre par terre pour objectiver tout ça. Voilà, on va structurer quelque chose sur un système qui est déjà mathématique. 10 et 12. 12 parce qu'il y a 12 lunaisons. 10 parce que justement, quand on regarde le temps qui s'écoule au ciel et qu'on tente de l'objectiver sur Terre, ne serait-ce qu'avec un gnomon, un bâton planté en terre, on découvre qu'il y a 10 cas de figure qui viennent du ciel. Alors qu'il va y avoir 12 successions, 12 lunaisons entre autres. Ça, ils l'ont observé, même si certaines années, il y en a 13 ou des choses de cette nature. Donc, on revient à la cuisine et au rituel chamanique. On fait des offrandes, on observe que sur les carapaces ou sur les os, il y a des craquelures, et on se dit, ça part un peu dans... Alors, en combien de jours ils ont réussi le truc, ça je ne peux pas vous le dire. On va réussir, enfin, ça part un peu dans tous les sens. Ce qu'on pourrait faire, c'est d'essayer d'organiser les craquelures différemment. Mais au moment où ils font ça, là, le grand chambardement s'opère. Des choses très simples qui deviennent inverses. Je vous invite à faire un petit exercice qu'on va faire ensemble. Les deux mains l'une sur l'autre, ma main droite par exemple au-dessus, je vais glisser mes deux mains, l'une, juste un petit angle d'écart entre les deux, je vais glisser mes deux mains l'une vers l'autre. Qu'est-ce qui se passe quand je les glisse? Celle qui était